toutes et à tous, c'est déjà l'émission numéro 9. Alors au fait, YouTube nous a attribué de nouveaux identifiants qui vont vous permettre de nous trouver beaucoup plus simplement sur YouTube. C'est YouTube, donc @ActuTV2, l'émission. Il suffit donc de taper ça sur la barre de recherche et vous nous trouverez en direct. Bien sûr, notre site est toujours là pour proposer des trailers, vous proposer des séquences individuelles, des chroniques. Donc c'est actutv2.com. Alors ceci dit, de quoi allons-nous parler dans cette émission? D'abord de livres d'enfants avec les apprentis histoires. Hop, je les trouve ici de Julie Toussaint. Le présent du chameau de Virginie Richel. Les chroniques de l'invisible, le 6e domaine d'Annie Sedan. Nous allons parler d'Alain Charles avec 2 romans, Une si jolie poseuse de bombes et Léviateur. L'ouvrage, le roman de Jeanne R, Mémoire d'une âme. Nous allons également parler du roman de feu Roland de Michel, L'envers du miroir, ainsi que de L'amour en trompe-l'œil de Daniel Roalland. Alors quoi d'autre? Karine Laure Desguin a interviewé l'auteur du roman Ce que le cœur murmure de Sylvie Thibault-Bouffard. Et puis Edme Gravé est retournée interviewer Julia Jonas. Alors je sais bien que vous la connaissez, elle et sa sœur Claudia. Donc vous verrez, elles ont de nouvelles actualités et puis elles vont nous en parler. Donc c'est une émission riche en trailers, riche en chroniques, riche en interviews. Et pour vous mettre en appétit, je vous propose une présentation des titres de Joey Valeska.
livre que je voulais vous présenter. Donc c'est un livre qui est destiné aux enfants, Les apprentis histoires de Julie Toussaint. Il s'agit en fait de 4 petites histoires qui sont illustrées. Alors elles sont en noir et blanc, ces illustrations j'aurais préféré qu'elles soient en couleur pour être plus attractives pour les enfants, mais bon, pourquoi pas. J'ai vraiment adoré les lire, tout simplement parce que je me suis dit que mon gamin aurait adoré les entendre le soir au coucher, adoré que je lui raconte. Alors ces textes sont vraiment très bien écrits, ils sont ludiques, ils sont éducatifs, donc agrémentés donc, de jolis dessins, hein, vous voyez encore. L'enfant apprend en s'amusant, donc le rôle de la ponctuation avec les petits points. Il comprend la notion de grand, de petit, de vaste avec si petit pourtant. Il joue avec les lignes courbes, droites et toutes leurs possibilités dans ta la ligne. Et enfin, il découvre le rôle des aiguilles d'une horloge avec pic et pac, les aiguilles romantiques. Alors c'est un bel exercice de pédagogie, d'imagination. Julie Toussaint sait parler aux enfants, elle sait les intéresser, titiller leur curiosité et leur intellect. En fait, tout est super bien réglé. Ça suscite vraiment jamais l'ennui. L'enfant apprend juste comme ça, en s'amusant, et puis l'adulte, lui, s'implique en s'amusant également. Donc, à mon avis, c'est un ouvrage qu'il faut découvrir et qu'il faut absolument lire à vos tout petits. Nouveau livre que je vais vous présenter, c'est Le présent du chameau de Virginie Richet. Alors, pour une fois, j'ai lu la 4e de couverture. Alors, je ne le fais jamais, hein, tout simplement parce que j'ai envie d'être surprise par le texte. Mais cette fois, c'est le dessin de première de couverture qui m'a surprise et du coup, je suis allée voir derrière. Et j'y lis en toute fin de pitch, c'est une histoire pour petits et grands, pour tous ceux qui, un jour, ont été enfermés dans un monde fou et sublime à la fois. Alors, une fois quand même terminée cette histoire, je me pose la question, le présent du chameau est-il réellement un conte destiné aux enfants ? Alors sans doute par son côté loufoque, aberrant, joyeusement coloré, à l'imaginaire débridé. Et pourtant, figurez-vous que j'hésite. Tout simplement parce que l'histoire est compliquée, opposant les adultes d'un monde réglé, en noir et blanc, lisse, sans imagination, au monde des enfants débridés, chamarrés, fous et inventifs. En fait, je crois que cette histoire est faite pour être lue à haute voix, cadencée et mimée par le conteur, puis expliquée. Quant au chameau, lui, bien, il est le lien, le passage entre adulte et enfant. Il est celui qui fait grandir, qui crée les interactions, qui transforme. Alors, il n'est pas le temps, hein, c'est parce que cette dimension, même si elle est présente, elle veut être gommée en fait par les protagonistes de l'histoire. Il est en fin de compte le trait d'union entre rêve et réalité. Alors le présent du chameau, pour moi, peut être lu aux enfants, expliqué, mais il est destiné aux grands, tout au moins à mon sens. D'ailleurs, une réflexion du chameau résume parfaitement à elle seule cette ambiguïté du positionnement du texte en expliquant son degré de réflexion. Les adultes transforment-ils la réalité des enfants ou est-ce la réalité des enfants qui transforme les adultes? À méditer. Je vais vous parler du 2e tome des Chroniques de l'Invisible, le 6e domaine, donc de Annie Sedan. En 2015, un peu après la sortie du 1er tome, donc j'avais lu et chroniqué Magie en péril avec un véritable plaisir. On y faisait la connaissance d'Ortie, la fée marraine, très attachante, de Merlin, c'est un mage, oui c'est peut-être celui que nous connaissons tous, hein, et de son apprenti chevalier, Valérian, un casse-cou très intuitif. Nous nous étions enfoncés jusqu'au cou dans le monde magique créé par Annie Sedan entre fantastique et heroic fantasy, entre fées, sorcières, mages, nains, elfes et dragons.
Je n'ai pas l'intention de vous raconter ce premier tome, mais sachez simplement que l'auteur nous avait concocté une fin si surprenante qu'elle ne pouvait que nous convier à attendre le second tome de façon impatiente, avec impatience. Et d'ailleurs, vous trouverez cette chronique, première chronique, dans le blog Aloïs. Il suffira de marquer dans la barre de recherche Annie Sedan et vous trouverez cette chronique-là. Alors, j'avais quand même depuis 2015 un peu oublié Horty, Merlin et Valérian. Mais voilà qu'enfin le second tome paraît et forcément, j'avais bien envie de connaître la suite. Alors, que vous dire cette fois-ci? Eh bien, j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur. Alors, un autre, me direz-vous, oui, mais celui-là un peu particulier, parce qu'il est le confluent de tout ce que j'aime. Une belle écriture, de l'aventure à gogo, des héros magnifiques et intrépides, un univers particulier qui semble être la résultante de plusieurs courants, de plusieurs mondes qui croisent donc celui créé par l'auteur. Je pense que ce roman est à la fois destiné en plus aux enfants, aux ados et aux adultes. Il transporte le lecteur qui n'a qu'une seule envie, eh bien, poursuivre la lecture sans s'arrêter et connaître le dénouement au plus vite. Alors que dans le premier tome, nos héros s'étaient lancés aux trousses d'une sorcière noire, Nebula, qui était parvenue à s'évader de la prison où Horty l'avait enfermée. Cette fois, eh bien, figurez-vous que Merlin a disparu. Enfin, disparu, pas tout à fait. Accusé d'avoir volé un grimoire elfique très précieux, il est déporté par le Grand Conseil dans un endroit ultra secret. Alors, Horty et Valérian se lancent alors à sa recherche, convaincus bien entendu qu'il est innocent, et ce qu'ils vont découvrir va bien au-delà de leurs plus sombres pensées. Quant à la chute, Annie Sedan a le don de nous laisser pantois. Plus qu'une seule solution, attendre le troisième tome en espérant qu'il paraisse au plus vite. Annie Sedan nous propose du rêve, laissez-vous emporter. Alors, nota bene pour l'auteur, j'adore Azimut. Alors, pour vous lecteurs, il s'agit d'un dragon. Il donne encore plus de relief à l'histoire, à mon sens. Il donne un côté amusant et espiègle qui contrebalance le caractère de la petite fée marraine et souligne le côté grincheux de Merlin. Et nota bene pour les lecteurs, ce second tome peut être lu indépendamment du premier. Alors surtout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de Léviateur de Alain Charles, que je viens de terminer. Alors, vous voyez la couverture, elle est très amusante. Oui, je trouve qu'elle est amusante. Il y a de la joie dedans et il y a, je sais pas, il y a de l'espoir, de l'inspiration. Et ça va très bien avec le livre, bien que le livre ait des aspects sombres. Alors, on se retrouve dans un monde après une destruction de la Terre. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, enfin on ne sait pas du tout. Et il y a des enfants qui se réunissent, ils ont survécu
à la catastrophe. Ils se réunissent dans les gravats, dans ce qui reste. On a le petit Paul. Il rencontre bientôt Zabeth, qui est une petite fille un peu plus âgée que lui, très mal embouchée, mais très débrouillarde, finalement extrêmement sympathique. Il rencontre bientôt, enfin il tombe sur un poupon abandonné dans un couffin, qu'on va appeler Petit Pooch parce que on ne sait pas comment il s'appelle vraiment. Et puis ils vont venir à la rencontre d'un poète, un jeune garçon qui a fui le monde des enfants gris, dont je vais vous parler. Et puis finalement, le dernier de la bande, ce sera Angèle, qu'il sauve du suicide. Alors, les enfants gris sont des enfants qui ont également survécu, mais qui se retrouvent coincés, enfin, ils sont d'accord d'être coincés là-dedans, dans le métro, dans les galeries du métro. Et ils sont devenus extrêmement méchants, agressifs, ils crient tout le temps, ils s'entretuent, et ils se nourrissent de rats qu'ils capturent dans le métro. Et donc leur teint devient gris, ils sont devenus dégénérés, ils sont déshumanisés. Et le poète a vécu un petit peu avec eux et en est sorti. Et donc au fur et à mesure de l'histoire, il va devenir moins gris, il va reprendre des couleurs. De l'autre côté, nous avons les parents, enfin des parents, le papa de Paul, dont l'épouse est morte dans la catastrophe, et Mathilde, la maman de Zabeth, qui se rencontrent par hasard dans une espèce de salle d'attente bizarre, dans une galerie où il y a plein de monde qui attend, on ne sait pas quoi. Des gens qui ont perdu tout espoir, qui sont... ils ne sont pas très attirants, ils ne parlent pas, ils se regardent plutôt sans étincelle dans les yeux. Et de temps en temps, ils regardent de façon un peu malveillante ceux qui ont l'air d'encore désirer quelque chose. Et il y a une voix dont je ne vous dis pas trop, je ne vous dis rien. Et ces gens attendent. Et il y a une porte dans cette galerie. Pour tuer le temps, ou pour se décider sur ce que faire, Georges, le papa de Paul, et Mathilde, la maman de Zabeth, discutent. Et en fait, voilà, ça leur donne l'occasion de réfléchir sur les raisons de cette catastrophe. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Est-ce que des catastrophes semblables sont déjà arrivées? Alors par exemple, voilà, ils discutent de la fin du monde, la notion de l'éternité, la réalité du Big Bang, l'existence de l'enfer, la vie après la mort, Dieu, les évangiles, les religions, la religion, etc. Donc ça les fait réfléchir beaucoup et ça va leur permettre à chacun de prendre une décision en ce qui concerne ce qui peut encore être un avenir. Du côté des enfants, eux, finalement, ils sont libérés parce qu'ils n'ont pas le projet de l'avenir qui est empêtré par un passé, ils n'ont pas un très bon passé. Donc eux, ils vont de l'avant, ils cherchent comment survivre, ils entrent dans ce qui reste de magasins, ils prennent ce qui reste de victuailles périssables et non périssables, tout ce qu'on peut trouver. On sait que ça ne va pas durer puisque les magasins ont déjà été pillés par les autres survivants et il faut qu'ils s'organisent. Alors il y a un lien entre les deux mondes, donc le monde des parents, des adultes et le monde des enfants. C'est une voix, une autre que celle dont je vous ai déjà parlé. Cette voix est celle de Georges, le père de Paul, qui arrive à communiquer avec son fils et lui donner des conseils, lui dire attention, tu devrais faire, nanana. Les autres enfants n'entendent rien, donc ne sont pas extrêmement convaincus, mais à la fin ils le seront. Et il y a également deux hulottes blanches, qui pourtant sont des animaux nocturnes, mais là ils sont diurnes, et qui volent et qui eux aussi interviennent pour aider les enfants et les guider vers un avenir. Voilà. Je ne vous dis pas quel est cet avenir, sous quelle forme il se présente. Le livre est très très bien construit, on reste accroché jusqu'à la fin.
Et la fin est très surprenante, ça, je n'y attendais pas du tout. Et voilà, il y a beaucoup à prendre, il y a l'imagination, il y a la fraîcheur des enfants, il y a la maturité des parents et leur bagage intellectuel, comment ils vont se débrouiller, il y a les enfants qui sont devenus des monstres, il y a les adultes qui sont devenus des choses sans aucun espoir, sans aucun projet. Et il y a, voilà, vers où faut-il aller pour survivre à tout ça? Eh bien, il faut lire Léviateur de Alain Charles, édité chez Chloé Delis, bien entendu. Et un tout bon livre, je vous le conseille. Voilà. Je vais vous parler d'un roman d'Alain Charles qui s'appelle Une si jolie poseuse de bombes. Alors c'est la première fois que je lis un roman d'Alain Charles. Je suis absolument pas déçue, bien au contraire, puisqu'il s'agit pour moi d'un véritable coup de cœur. Ce livre est si complexe que franchement je vais avoir du mal à le chroniquer sans trop vous en dire. Tout y est atypique. Sa structure d'abord, rythmée par 3 aspects. Les titres de journaux qui donnent au lecteur l'avancée de l'enquête de police et l'état d'esprit de la famille de la poseuse de bombes, les échanges entre le docteur Carole, qui est une espèce de médecin, chirurgien esthétique, laveur de cerveau, enfin, ouais, etc., manipulateur, et un personnage contradicteur qui semble le surveiller pour une sorte de conseil de l'ordre, qui veille en fait au grain et à ce que fait ce docteur Carole. Et puis il y a les épisodes Alice. Alors, qui Alice? Il faut dire qu'une poseuse de bombes du nom d'Apolline est gravement blessée dans l'explosion de son engin, a été transférée incognito dans une unité spéciale de soins dans laquelle une technologie de lavage de cerveau est mise au point. Et Apolline, transformée physiquement, sa mémoire méticuleusement remise à zéro, devient Alice. Une Alice blonde aux yeux d'un bleu intense, au physique de rêve, une Alice du pays des merveilles, à la volonté recomposée à chaque épisode nocturne créé par son recréateur. Alors le lecteur assiste à ce triple processus, l'évolution d'Alice, avec en parallèle, dans une sorte de huis clos, la destruction de la carrière du docteur Carole, que le Conseil de l'Ordre désapprouve, et comme un envers du miroir, les recherches effectuées par la famille et la police pour retrouver Apolline. Est-ce que Alice va en fin de compte retrouver la mémoire? Va-t-elle retrouver ses parents et donc repartir en prison, voire pire, poser une autre bombe sous l'influence d'une autre entité manipulatrice, les trois? Va-t-elle s'installer dans son univers d'Alice et devenir libraire? Le lecteur suit le processus avec passion, d'autant qu'il est construit de main de maître par l'auteur, dont la plume aiguisée est vraiment précise. Alors, le roman est construit comme un huis clos au départ, et au fur et à mesure, il s'ouvre à la fin. Et du coup, on tremble. Alors, j'aimerais vous en dire plus, mais l'intelligence en fait de cet ouvrage réside aussi et surtout sur la surprise. Alors, bravo à l'auteur, un livre à découvrir de toute urgence. Bonjour, Jeanne R. Quel est ce masque sur la couverture de votre dernier roman, Mémoire d'une âme? En fait, je recherchais un masque qui sort de l'ordinaire, comme ce e-book, pour illustrer la couverture de mon roman. Bon, je ne vous apprends rien si je vous dis que nous portons tous un masque, mais nous savons en changer avec facilité. Voilà aussi pourquoi mon histoire se déroule au pays des masques. Même si un artiste n'a pas à justifier ses choix, le e-book est loin de nous vouloir du bien. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un e-book? Un e-book est un esprit malin qui a élu domicile dans le corps d'un vivant. Dans la vie, on peut parfois se croire possédé par le mal ayant les traits d'un e-book, comme mon héroïne qui, à un moment de sa vie, a fait l'expérience de la maladie. La maladie se trouve, selon moi, du côté du mal. Quant à son double masculin, un poète, on pourrait dire de lui qu'il a le mal dans sa tête vu qu'il se pense maudit. Oh là, ce n'est pas gai tout cela. Détrompez-vous, ce roman-là est à la fois triste et joyeux, même s'il pourrait poser la question suivante, peut-on consoler quelqu'un qui souffre?
Vous parlez de souvenirs, d'où le choix du titre « Mémoire d'une âme ». Toutefois, je m'interroge, comment la mémoire peut-elle avoir une âme? Il s'agit plus d'un questionnement de la mémoire sous forme d'un récit de vie qui pourrait n'en faire qu'une. Si je vous comprends bien, les souvenirs sont des fantômes. Tout à fait. On peut même citer Shakespeare dans Macbeth, « La vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien, etc. » Diriez-vous, comme sinon, je ne crois pas qu'un artiste puisse être jamais heureux? Pour ma part, je prends toujours un plaisir fou à écrire et un malin plaisir à jouer avec les mots. Alors je donne tort à Simenon. Et comme Voltaire, j'ai décidé d'être heureuse, parce que c'est bon pour la santé, histoire. Parlez-nous de vos précédentes publications. J'ai déjà publié 2 romans baroques. 1. Les Noces d'éternité aux éditions Mon Petit Éditeur, premier roman faisant l'éloge de l'amour. 2. À l'ombre des désirs aux éditions Chloé Délices, roman dans lequel je fais le portrait d'une jeune femme, portrait qui s'articule autour de 2 couleurs, le rouge du désir et le noir du mystère. Je tiens à préciser que l'esprit et l'amour sont les personnages principaux de mes livres. Qu'y a-t-il de plus important dans la vie, si ce n'est l'amour? Et quoi de plus romantique que l'amour? L'amour de l'amour. Voilà un point de vue qui ne se discute pas. Quels sont vos rites quand vous écrivez? Je vais vous paraître banalement normal, car j'éprouve juste besoin d'être accompagné d'une musique élégiaque et d'une tasse de thé. Parlez-nous encore de votre tout dernier roman, publié en Belgique. Comme déjà dit, s'intitule « Mémoire d'une âme ». Une seule âme? Une seule dans tout le roman? Mais non plus d'une. Oh, mais il n'y a pas autant de personnages que chez Proust, c'est sûr. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Cette histoire, où l'oisiveté régnante ne va pas sans rappeler le monde des années 30, se présente comme une flânerie sur les bords de la lagune en compagnie d'un jeune couple d'artistes. Tous deux vont arpenter le labyrinthe des ruelles de la vieille cité en racontant leur propre histoire entrecoupée de réflexions sur tout ce qui fait la vie. Sur tout ce qui fait la vie, dites-vous? C'est un vaste programme. D'où l'épaisseur de mon livre. Promis, la prochaine fois, je serai moins bavarde. Soudain, une porte dérobée s'ouvrit. Un homme aux cheveux gris apparut, l'air avisé. En blouse blanche, avec un sourire apaisant, il s'approcha de la femme et d'une main tendue, la pria de le suivre dans la pièce en retrait. Quelques secondes plus tard, la porte se referma sur eux. La femme venait d'entrer en silence dans l'antre de la médecine. Ayant chassé maintes fois en nocturne dans une Venise discrète, son ami le poète en déroute savait qui convoquer après l'heure de minuit. Il lui était même arrivé d'aller braconner chez les autres, mais les femmes mariées étant plus jalouses que les mariés, il se lassa très vite et prit l'option de n'honorer que des filles légères. Merci pour ces extraits. Je recommande la lecture du roman de Jeanne Eyre. Je voulais vous parler du dernier roman de Jeanne Eyre, Mémoire d'une âme. Alors j'ai refermé cet ouvrage depuis de longues semaines maintenant. J'avais besoin en fait de faire maturer mon regard sur cet ouvrage complexe de 468 pages. Alors oui, complexe, hein, sans aucun doute, comme la vie, complexe et impossible à résumer. La rencontre entre les 2 héros, Millie Jane et Saint-Loup, est prétexte à exploration de 2 âmes, 2 êtres dont les différences créent en fait la richesse du double discours. En quelques lignes, le lecteur plonge dans une écriture à la fois belle et délicieusement désuète, très 19e siècle, plus romantique à mon sens que baroque. Les thèmes abordés, les héros créés, le décorum nous propulsent dans un tourbillon de questions, de tourments, de certitudes battues en brèche. Millie Jane, héroïne romantique au passé douloureux, et Saint-Loup, en fait, poète maudit, 2 âmes déchirées, parfois pragmatiques, souvent rêveuses, qui s'entrelacent. Alors, Jeanne Eyre nous propose une espèce de peinture colorée, des vers voluptueux, une vision en fait d'un autre temps, entre rêve de vie et vraie vie. Millie Jane cherche des réponses et trouve la force en fait de transcender le fatum, de s'échapper et de renouer avec la vie. Alors à vous de découvrir comment. Tandis que Saint-Loup, lui, il se noie, il s'englue dans cette image qu'il s'est créée, qu'il a voulu immuable et perdu. Alors voici un ouvrage à ne pas mettre entre toutes les mains. Un ouvrage où la vie, la mort, le destin, l'espoir, la fatalité s'en mêlent de façon totalement inextricable. C'est un roman à découvrir. Alors Sylvie,
c'est ton premier ouvrage, Ce que le cœur murmure, mais avant ça, les mots, tu les connaissais aussi. Donc tu nous expliques un peu ta carrière de rappeuse. C'est vrai, l'écriture en fait a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans dans un contexte familial un peu difficile où justement j'ai trouvé le moyen de m'exprimer. Ensuite, au-delà du fait de pouvoir m'exprimer, j'ai ressenti le besoin de partager et de pouvoir peut-être aider d'autres personnes par mes écrits, en me disant toujours que tout ce qu'on vit, d'autres peuvent le vivre aussi, et parfois bien pire, voilà. Et donc, si ma propre expérience pouvait servir à d'autres, voilà, j'avais envie de pouvoir partager et aider ne fût qu'une seule autre personne. Du coup, j'ai commencé à écrire davantage et puis on m'a fait découvrir le rap. Et c'est vrai que ça a été un peu un coup de cœur. Et aussi, j'y ai vu le moyen très accessible pour moi de pouvoir justement toucher davantage de jeunes et de partager justement mes écrits en chanson. Et tu as rappé comme ça pendant combien de temps? Donc j'ai commencé vraiment vers 16 ans à rapper. Et on peut dire que pendant près de 10 ans, en fait, j'ai pu chanter et me produire à différentes occasions sur scène. Sous le nom de Mamzelle. Donc voilà, si vous êtes curieux, vous allez sur YouTube et vous découvrirez toute la carrière de rappeuse de Sylvie. Alors, Ce que le cœur murmure, c'est un livre de pensées positives. Donc il y a presque 200 pages de pensées positives. Comment t'es venue l'idée d'écrire ces pensées? Est-ce que ça a duré longtemps? Est-ce que tu as écrit tes pensées positives pendant des mois, peut-être des années? Comment ça s'est passé? En fait, c'est vraiment le recueil qui porte bien son nom en tant que tel, un recueil, parce que j'ai réuni en fait des pensées, des réflexions positives que j'ai pu écrire à travers le temps, sur différentes années. Comment ça m'est venu? C'est une évolution dans mon écriture. À un moment, je suis l'inspiration aussi. Et j'étais de moins en moins inspirée pour écrire sous forme de chansons. Par contre, quand je rencontrais quelqu'un et que, voilà, après un échange nourrissant, j'étais souvent inspirée d'un coup. Et donc, j'avais envie, après cet échange, de mettre un petit peu ça par écrit et de délivrer à nouveau un message d'espoir pour cette personne-là, mais pour toutes les autres personnes qui pouvaient aussi se retrouver dans cette histoire, dans ce témoignage. Et j'ai commencé à les publier en fait sur ma page Facebook et j'ai reçu de plus en plus de retours. Je recevais des messages de personnes que je ne connaissais pas forcément ou voilà, qui me disaient merci, j'avais besoin de lire ça maintenant. Et voilà, je me suis rendu compte que même de cette manière-là, je pouvais continuer à aider parfois les autres. Et donc, l'idée a fait son chemin d'un jour enfin tout réunir dans un seul même document, dans ce recueil. Est-ce que l'ordre dans lequel on les lit est l'ordre dans lequel tu les as écrits? Pas forcément, non. Je n'ai pas vraiment calculé ça. Donc, chaque petit texte se lit différemment et le petit jeu, voilà, qui peut rebooster le moral dès le matin, c'est on ouvre à la page et qu'est-ce qu'on lit? Soyons déterminés, fermes et persévérants pour l'amour et la justice de tous. Donc en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de générosité dans tes textes et on le ressent aussi dans les paroles que tu viens de nous dire. Merci. Alors, une question un peu plus personnelle. Tu ne veux pas te démarquer des autres, te comparer, ça c'est tout à fait normal. J'ai quand même trouvé à différents endroits du livre, donc pour rappel, ce sont tous des petits textes de pensée positive qui se lisent absolument séparément. Et voilà, à plusieurs reprises, tu parles de tes convictions personnelles, je suppose. Par exemple, page 130, tu dis « Seigneur, fais toujours de moi quelqu'un de meilleur ». Tu voulais absolument
écrire? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai absolument rien calculé. C'est juste que moi, c'est vrai, je l'ai ressenti à un moment tellement fort en moi que je l'ai exprimé de cette façon-là. Maintenant, je suis bien consciente et je n'ai aucun souci avec le fait que tout le monde ne partage pas les mêmes convictions. Oui. Tout le monde n'a pas la foi, tout le monde ne croit pas en Dieu. Je n'ai pas de barrière non plus par rapport à ça. Alors peut-être que c'est à réfléchir pour un prochain ouvrage, mais en même temps, pour que tout le monde puisse toujours se sentir lui-même aussi et accueilli entièrement. Et en même temps, je suis restée fidèle à moi-même. Oui, c'est ça, voilà, oui, c'est ça, oui. Et en fait, tu cites le nom du Seigneur, on va dire ça comme ça, 3-4 fois sans plus. Hein. C'est parce que moi, ça m'a quand même interpellée, en fait. Et voilà, j'ai trouvé que c'était, oui aussi, derrière tous ces textes, on sent quand même une certaine foi. Mais ça peut être, c'est la foi en la vie en fait, hein. C'est la foi en la vie, c'est la reconnaissance, voilà c'est ça. C'est parce que tu as vraiment cité le nom du Seigneur, hein. Parfois tu dis l'Éternel. Ah c'est possible, j'avoue. Mais comme tu dis, c'est pas le plus prégnant. Non, mais ça fait partie de moi. J'ai eu une éducation religieuse aussi. Voilà, j'en tire mes propres valeurs et voilà. Alors Sylvie, tu as à présent quand même pas mal de lecteurs. Donc voilà, et tu es allée dans les écoles, tu as été interviewée par les élèves, à Beaumont aussi je crois. J'aurais voulu t'interviewer là-bas mais je n'étais pas libre. Dommage. Oui, c'est dommage en fait. Et ton livre, c'est un outil pédagogique maintenant. J'ai aussi cette chance d'avoir été contactée par cette école à la base pour témoigner un petit peu de mon parcours de vie et des réalisations que j'avais pu mener en tant qu'artiste. Et donc j'ai pu présenter ce livre à différents groupes d'élèves. Dans la même école? Dans la même école, l'Athénée Royal Simone Veil de Beaumont. Je les embrasse très fort d'ailleurs. Ça a été de magnifiques échanges avec différents élèves de 4e et 5e secondaire, toutes sections confondues. C'est une bonne école, je suis allée à cette école-là. Ah ben voilà, ils ont de très chouettes projets pédagogiques justement. Et ici, j'ai été invitée en tant que bibliothèque humaine, qui est donc un concept incroyable aussi que j'ai découvert en même temps. Il s'agit justement d'apprendre des autres, de l'être humain et de son expérience comme un livre ouvert. Quand on raconte qui on est, notre parcours, ben voilà, c'est comme si on faisait partie d'une grande bibliothèque humaine. Et en fait, en présentant un petit peu mon livre et en permettant aux élèves de l'avoir en main, de faire un petit test, j'ai toujours une suggestion, c'est de penser, c'est une proposition de lecture, c'est de penser à quelque chose peut-être qui nous travaille ou qui nous tracasse, une question qu'on se pose intérieurement et d'ouvrir au hasard le recueil. Et il semble que ça fonctionne, que souvent ça apporte un élément de réponse à sa question. Et il y a beaucoup d'élèves qui ont été touchés, des professeurs aussi, et ils ont décidé en fait de faire un outil pédagogique de ce recueil. Et donc je serai encore amenée aussi à rencontrer les élèves. Donc voilà, c'est vraiment que du bonheur et une grande chance. Et je les remercie très très fort de me donner cette chance-là aussi. Ouais, c'est une belle reconnaissance en effet. Every day we will dance, we will sing, we all in this together. We will dance, we will sing. I'm here on this day. I'm hopeful, I know I'll be okay. I know I've made mistakes, still I hold on to your grace. I'll be the spark in the dark, I'll
I'll be the light in the night. I'll lead the way to better days. I'll rise above, be the change. Every day we will dance, we will sing. We are all in this together. We will dance, we will sing. Today of all days, I'm happy to be alive. Lead me towards your grace. Never again will I go astray. I'll be the spark in the dark. I'll be the light in the night. I'll lead the way to better days. I'll rise above, be the change. Every day we will dance, we will sing. We are all in this together. We will dance, we will sing. We are all in this together. All together. Every day, we will dance, we will sing. We are all in this together. We will dance, we will Bonjour Actu TV et à tous les amis qui regardent attentivement Actu TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé la semaine dernière. La rivière des filles et des mères d'Aimé de Havé, un livre édité par les éditions Chloé Délices et publié en 2021. Donc oui, je suis un peu en retard. Donc le livre est resté quelques mois sur mon bureau. Et la semaine passée, bon voilà, je l'ai repris et j'ai été interpellée par ce visage-ci, ici, voilà, le visage d'une indienne. Et donc j'ai lu un peu le résumé, j'ai dit, ça m'intéresse pour le moment. Parce que c'est un livre qui parle, qui concerne l'identité, et l'identité, ça nous concerne tous. On est tous plus ou moins curieux de nos origines. Et donc, voilà, donc j'ai ouvert le livre et je ne l'ai pas quitté. Donc, on va me dire une histoire de généalogie, c'est chiant, compliqué, on ne retient rien, il faut prendre des notes. Non, pas du tout. Le livre est très bien découpé. Donc, ça commence comme ça. Zoya, c'est une jeune enseignante d'une petite cinquantaine d'années qui vit aujourd'hui dans la région de Liège. Et Zoya a tout de suite senti que sa famille était construite différemment de celle des autres familles. Et donc, elle a été un peu curieuse et elle a cherché un peu plus loin. Donc, Zoya, son père, c'était Dracula. Oui, je vous le jure. Son père, c'était Dracula. Et sa grand-mère, Ayette, avait tué un homme. Et donc Zoya, tout ça, ça l'interpelle et elle va fouiller. Donc l'histoire, l'auteur Aimé de Havé nous balade entre le 19e et le 20e siècle à travers 5 femmes, donc qui sont les grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mère de Zoya. Alors, je disais que le livre était très bien découpé parce que chaque chapitre concerne une femme. Et Zoya résume en quelques mots la vie de cette femme concernée. Et puis après, elle donne la parole à la personne en question. Donc, c'est chaque femme qui raconte son histoire. Et ça, c'est très intéressant parce que on est tout de suite plongé dans l'histoire, on vit avec elle. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà. Alors,
l'écriture de Aimé de Havé, on ne la qualifie plus. Voilà, c'est savoureux, c'est exceptionnel. Il y a des métaphores vraiment savoureuses. Et donc, plutôt que de vous résumer l'histoire de chaque femme, j'ai trouvé un peu plus ingénieux quand même, plus intéressant pour vous de lire quelques mots de chacune de ces histoires. Et cela va vous permettre de prendre connaissance de l'écriture exceptionnelle de notre amie Aimé de Havé. Donc Zoya, on va remonter à son arrière-arrière-grand-mère qui était Belette. Belette, tout en cherchant ma page 19, Belette donc avait une vie exceptionnelle parce que elle a été vendue pour 3 fusils et 2 chevaux à Goguet-Bellefontaine. Goguet-Bellefontaine qui avait des origines normandes. C'était voilà, un trappeur normand qui avait des origines normandes. Et donc voilà, donc ça nous amène 19e siècle, hein, dans les années 1800, aux Amériques. Et donc voilà, Belette. Mais son visage, il me ravissait, comme une chose très belle et rien qu'à moi, car il fallait le regarder, en suspendant le temps pour bien tout discerner derrière la toison, ainsi qu'apaiser la méfiance qu'il éprouvait à être ainsi observé. Il avait de beaux yeux, du vert de l'eau des marais, de longs cils souples, de la teinte de l'herbe sèche de la prairie, tout comme ses cheveux emmêlés comme la mue des biches, et un nez sculpté par le coup de tête qu'un orignal agonisant lui avait asséné peu à peu que je porte son premier enfant, Ondon Goguet. Donc voilà, elle était amoureuse de son mari, elle faisait des bijoux en dents de castor, et Belette, qui avait des origines indiennes, a été très heureuse comme ça. Donc Belette a une fille, Enimi. Là, elle va connaître un peu la civilisation, parce que son père voulait qu'elle ait une éducation urbaine. Donc voilà, Enimi. Lors de mes retours à la cabane, je commençais à saisir ce qui séparait et finalement isolait les miens des autres. Le Goguet, son père, Odon, Long et ma mère Belette. Ils étaient dans leur élément, oui, parfaitement rodés à la vie des bois, et je n'avais jamais manqué de rien, sauf du monde. J'en étais soudain avide, j'en étais folle, j'en voulais par brasser. Non, pas un instant je n'ai été embarrassée par eux, par leurs vêtements au horizon. Je les aimais et sentais que désormais, j'avais 2 forces en moi. Celle dans laquelle j'avais grandi, et puis celle que le Goguet, son père donc, mettait à ma portée en m'offrant l'éducation chez les tantes. Ce que le Goguet avait fui, moi, je voulais y pénétrer, en goûter, en abuser même. Et Enimi, donc, a bien abusé de tout ça. Et elle a eu une fille. Bon, elles n'ont pas eu que des filles, elles ont eu des garçons aussi. Mais pour simplifier un peu l'histoire, je ne vais vous parler que des filles, puisqu'il s'agit de la rivière, des filles et des mères. Alors, la fille d'Enimi, c'était Maki. Alors, elle a une vie tout à fait exceptionnelle, parce qu'elle est tombée amoureuse de Urbain de Traux, qui lui avait des origines belges, et elle est allée vivre dans le Montana. Donc elle a fui la zone urbaine à tout prix, et ça c'était intéressant aussi. Donc elle vivait dans le Montana. Urbain m'avait raconté qu'un meurtre avait eu lieu pendant la construction. Un contremaître avait été frappé d'un coup de clé de montage à cause d'une dispute syndicale et était tombé du 8e au 5e étage. Mais faute de preuves et surtout de trop de suspects, tout le monde avait été acquitté. N'est-il pas incroyable que de telles histoires arrivaient vraiment? Alors pourquoi j'ai choisi cet extrait? Bien parce que Maki, avec Urbain de Traux, dit le Grizzly, a une vie aussi exceptionnelle, un peu curieuse, parce que Urbain avait, comme on dit, une double vie. Et donc voilà. Donc ça arrivait déjà à cette époque-là, les doubles vies, peut-être les triples, je n'en sais rien, l'histoire ne nous le dit pas, mais donc voilà. Alors Maki et Urbain ont eu, entre autres, une fille, Mariette, dite Ayette,
Et c'est celle qui, oui, qui a tué un homme. C'était donc la grand-mère de Zoya. Alors, page 129, notre amie Mariette, donc qui, elle, a vécu avec ses parents dans le Montana, et puis qui a été attirée par ses origines belges, et donc après, elle a retraversé l'océan pour venir en Europe. Mais voilà ce qu'elle nous dit. Je n'étais pas romantique, ne voyais dans le fait de tomber amoureux qu'une sorte de maléfice qui prenait trop de temps à s'estomper, en laissant pourtant trop pour faire de l'irréparable, comme par exemple se marier, avoir des enfants, et tisser de multiples liens appelés familiaux qui seraient des barrières, des enclos, dans lesquels on ne pouvait vivre de tout son moi. Et pourtant, Mariette, dit Taillette, va changer d'avis. Elle va tomber amoureuse en retraversant l'océan, en allant dans sa famille belge, et tout ça après avoir tué un homme au Montana. Alors, après Mariette, elle a une fille, Louisiane, page 207. C'est peut-être un peu chiant, toutes ces lectures, mais je trouvais quand même que c'était plus astucieux que de vous raconter bêtement la vie de ces femmes. Donc voilà, Louisiane qui, elle, est la fille de Zoya, comme vous l'avez deviné, parce que vous avez suivi, bien sûr. Je plaidais que j'aimais les tissus et matières textiles, qu'on m'avait dit au cours de dessin qu'il y avait du style dans mes croquis, de danse, de dames sophistiquées aux poses ridicules, que j'aimais vraiment ça. Que ne pas faire de hautes études ne signifiait pas être bête, car je savais ne pas l'être, alors que je connaissais pas mal d'universitaires crétins. Grand-mère Maki avait ri et m'avait soutenu. Il était vrai, avait-elle confirmé, que certains universitaires étaient de vrais crétins, une fois hors de leur thème favori et unique, et n'avaient ni bon sens ni psychologie. Donc ici, c'était Louisiane qui parlait, la maman de Zoya. Et Louisiane a eu aussi une vie un peu exceptionnelle. Elle a voulu voyager à travers l'Europe, elle a rencontré des hommes, elle a vécu de très belles histoires. Et puis nous voilà vers Zoya. Zoya, qui est celle qui était à la recherche de ses origines. Page 282 que je ne trouve pas. Voilà. Maman me dit que j'ai peut-être bien brisé la malédiction des mauvais couples dans la famille, ou bien qu'il n'y en avait pas vraiment, ou encore que ce n'était finalement pas si mal que ça, puisque la chaîne des enfants a continué et que nous pouvons remonter de mer en mer jusqu'à une source lointaine quelque part au Québec. Et donc voilà, je vous invite peut-être à chercher votre identité réelle. Elle n'est peut-être pas celle que vous pensez, peut-être pas celle qu'on vous a racontée. Et donc, cherchez votre identité, faites comme Zoya. Peut-être allez-vous découvrir chez vous des origines indiennes, ou peut-être autre chose. Voilà.
j'ai choisi de vous parler du livre de Roland Michel, L'envers du miroir, Amour, Mirage. Voilà, une très belle couverture, très sobre. Je vais dire une couverture qui se prête bien pour le texte. Donc c'est aux éditions Chloé Délices, L'envers du miroir de Roland Michel. Alors, je vais commencer tout de suite. Page 79, je lis. Sarah est la seule qui lui ait fait perdre la tête. Serait-ce donc cela, l'amour? Et tout le livre tourne autour de cette question. Qu'est-ce que l'amour? Voilà. C'est une histoire banale, on pourrait penser que c'est banal, mais c'est quand même le quotidien de pas mal de couples. C'est l'histoire d'une rencontre entre Marc et Sarah. Ça se passe dans la ville de Tournai, une ville que j'aime bien. Marc, lui, c'est un jeune ingénieur, un fils issu de parents assez bourgeois. Et Sarah, elle vient d'un milieu plus modeste et elle habite le Tournaisis. C'est une jeune fille très jolie. Marc, lui, est un beau garçon, ambitieux, ingénieur. Il est très courtisé. Et voilà, il rencontre la jolie Sarah. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est tout le livre. C'est un profond dialogue qui constitue vraiment tout le bouquin. Et ce couple, qui au départ n'a pas beaucoup de points communs, à part l'amour, puisque Marc était éperdument amoureux de Sarah et elle de Marc, voilà, décident de se marier. Ils sont appréciés par leurs familles respectives. Et cela va-t-il fonctionner ou pas? Ça, vous me le direz quand vous aurez lu le livre aussi. C'est un livre qui m'a fait tout de suite penser au film Le Chat de Granier de Fer avec Gabin et Signoret. Un dialogue comme ça entre un couple qui se déchire. C'était un film tiré du livre de Simenon, Le Chat. Et j'ai tout de suite pensé à ce texte-là, ce film-là. Et voilà, vous m'en direz des nouvelles aussi. Je n'en dis pas plus. Parce qu'il y a des rebondissements sans rebondissements. On les devine plus ou moins. Elle va tomber enceinte, ce sera un mariage. Et puis, que se passe-t-il, que se passera-t-il tout au long de ces années? Parce que le couple va rester ensemble quand même pas mal d'années. Enfin voilà, une belle découverte pour moi, la très belle écriture de Roland Michel, parce que pour écrire 200 et des pages, avec une histoire où il n'y a pas de rebondissement, ce sont des dialogues, mais il n'y en a pas tellement dans le livre, c'est vraiment une analyse profonde des deux personnages et de cette grande question, qu'est-ce que l'amour? Moi, j'ai pas de réponse. À bientôt, merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai dévoré, encore un, de Daniel Roalin. Ça s'appelle, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle L'amour en trompe-l'œil. Et il s'agit de 3 nouvelles, dont la dernière porte le titre de couverture. Voilà, je ne saurais vous dire laquelle je préfère parce que je les préfère toutes les 3. Donc il ne faut pas me faire choisir. La première s'appelle La cicatrice intérieure et nous présente des amis, des couples d'amis qui se réunissent à la campagne dans la propriété de l'un d'eux, celle qu'il a occupée quand il était jeune. Alors c'est très bien planté parce qu'il y a le Beauce, il y a les vignes, il y a les vieux villages. Eux, ce sont des citadins, ce ne sont pas du tout des campagnards. Donc, ils se plantent un petit peu pour allumer le feu, pour fermer. Ils s'amusent, ils ont vraiment le plaisir d'avoir l'impression de se ressourcer à la campagne. Et quelqu'un suggère de faire tourner un guéridon.
Bon, ils ont déjà un petit peu des émotions avec les caves voûtées, les toiles d'araignée, les greniers. Enfin, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut dans une vieille demeure. Et donc quelqu'un voilà, pousse le suspense jusqu'à parler de guéridon. Et ils s'y mettent, et alors voilà, apparaît l'invité qu'on n'attendait pas, qui est Léopoldine. Et bon, je ne vous dis pas ce que raconte Léopoldine, ni ce qui se passe, mais Léopoldine sera la cause de la cicatrice ultérieure. C'est vraiment, c'est très sensible, c'est pas du tout l'histoire d'horreur, évidemment. Hein. Je vous lis un petit extrait de présentation de ce qu'ils font à la campagne. Ça évoque vraiment bien le week-end entre amis dans un lieu différent de ce qu'on connaît. Alors, le soir, on voulut faire une flambée pour griller les saucisses et mettre les pommes de terre sous la cendre. Chacun y allait de son conseil, mais personne ne savait vraiment allumer un feu. Ce fut Ondine qui découvrit enfin d'intuition le geste qui déclencha l'embrasement. On se régala de saucisses sèches, de grillades et de vin du pays. Puis on sortit sur le pas de la porte, admirer la profondeur de la nuit. Clarence, la première, évoqua ses craintes nocturnes d'enfant lorsqu'elle regardait sous le lit et jusqu'entre les pages de ses livres d'images pour vérifier qu'aucun mauvais génie ne s'y cachait. Les équipés d'adolescents sous la lune dans le cimetière du village natal de Léopi, comme on l'appelle souvent, suivirent, redoutant ce je ne sais quoi, dont on disait qu'il circule entre les tombes plus ou moins chaotiques. Leur jeune amour-propre viril les privait cependant de pouvoir renoncer au défi qui s'était lancé. Voilà, je vous donne, c'était pour vous donner un avant-goût du style, si on veut. Bon, moi j'ai beaucoup aimé l'écriture, je suis sûre que je suis loin d'être le seul. L'auteur est un professeur de philosophie, on sent qu'il a un langage fluide, facile, mais élégant et complet. Bon, pour être honnête, j'ai dû parfois regarder dans le dictionnaire, mais pas souvent. Ce n'est pas mon plus, c'est parce que je ne connaissais pas ces mots-là. La seconde nouvelle, c'est... voilà, c'est la vie privée de BD. Alors, BD, c'est un jeune homme qui est né de parents d'origine modeste, donc elle était maraîchine et le papa travaillait sur un chantier naval et vivait de son salaire à la semaine, donc c'est pas une vie facile. Mais ils sont courageux, ils sont sans rébellion, mais évidemment leur grand désir c'est que leur fils fasse beaucoup mieux qu'eux et profite de leur sacrifice. Alors là je vous cherche aussi un petit passage pour présenter BD. Si je... Oui, évidemment je me suis trompée de nouvelle, donc voilà, BD. Tu dois bien travailler mon petit gars à l'école. L'argent ne pousse pas dans le jardin des fainéants. Fais honneur à tes parents. Sois digne de nous, soufflait la mère à l'oreille du trop petit, en martelant encore le coup. Sois un dignitaire, fais-toi respecter du monde. Deviens quelqu'un, monsieur, aie une situation, sors du rang de notre basse extraction, mais garde en cœur les valeurs de tes ancêtres, et surtout le courage et l'honnêteté. Madame D avait pour toi la fierté des ouvriers qui ne doivent rien à personne et tout à eux-mêmes, à leur sacrifice. En effet, leur sort dépendait entièrement de la ténacité de l'homme solitaire qui sent un peu plus fort chaque aube monter sur son dos déjà courbé depuis des heures. Voilà, donc ça c'est encore une fois c'est très bien compté. BD, ben voilà, finalement BD il est victime du souhait de ses parents, du sacrifice de ses parents, qui se sacrifient pour la bonne cause, mais le voilà tenu de leur faire honneur. Et on suit son existence, finalement laborieuse aussi, parce que voilà, il est né avec une mission qui n'était peut-être pas la sienne. Et son but est de se marier, d'avoir un métier stable, de fonctionnaire, une bonne petite épouse pas compliquée, qui va l'aimer et le justifier. Et puis voilà, les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Et un jour, BD part seul à Athènes parce que sa
fiancée, vous devez l'accompagner aussi de ne pas aller avec vous. Donc, et à où se passe, on va lire la nouvelle pour ça. La troisième nouvelle, c'est donc L'amour en trompe-l'œil. Alors là, on se retrouve avec trois personnages principaux. Frédéric, qui est le professeur de philosophie de la ville. Martha, qui est une femme, elle est traductrice, ce qui leur permettra d'ailleurs d'avoir de belles conversations qui m'ont bien intéressée sur la difficulté de traduire exactement un sentiment ou une sensation, on va dire, d'une langue à l'autre, parce que les mêmes mots n'existent pas toujours. Et que ça trahit et donc Martha, Frédéric, et puis il y a la petite serveuse d'un restaurant où Frédéric se rend tous les jours à la même heure, à la même place. Voilà, on a donc un habit culinaire, on a Martha qui a une vie derrière elle, elle a d'ailleurs un enfant né hors mariage qu'elle assume complètement. Et puis on a Ambre, qui est à l'aube de sa vie et qui le rencontre un jour où il est distrait et il se plante dans la porte vitrée du restaurant. Donc c'est elle qui se précipite pour l'aider. Et puis alors voilà, j'ai trouvé ça bien parce que lorsque Frédéric reprend un peu ses esprits, il se trouve littéralement nez à nez avec une figure encore enfantine, au front caché sous une mèche couleur paille, aux yeux d'un bleu vert océan déchaîné, avec les narines rapprochées, les lèvres fines comme du papier cigarette et le menton pointu. Vous nous avez foutu une de ces trouilles, s'époumonne Ambre, en lui tamponnant le front et les tempes avec une serviette remplie de glaçons. Puis elle enchaîne avec un sourire contagieux. Vous vous êtes pas raté, vous vous êtes carrément assommé, vous alors. Venez, je vais vous asseoir là. Et donc voilà la rencontre de Frédéric et Ambre. La rencontre de Frédéric et Martha n'est pas mal non plus. Elle est assez particulière. Et voilà, on a ces trois personnages qui réagissent tous les trois très différemment. Je ne vous dis pas, il n'y a pas une aventure extraordinaire, mais il y a la rencontre et le pourquoi de ces rencontres sont intéressants. Et c'est surtout intéressant comment ils se dirigent là-dedans. Certains réfléchissent trop, certains foncent, certains ne réfléchissent pas du tout et foncent. Voilà. Bon, ce sont trois nouvelles vraiment, elles sont très différentes les unes des autres. Elles sont toutes extrêmement attachantes. Et franchement, je vous conseille ce livre, donc L'amour en trompe-l'œil, de Daniel Rouanan, édité chez Chloé Délices l'année dernière. Voilà, merci et bonne lecture surtout.